Bienvenue dans Tipeee Talks. Le sujet du jour est la durabilité et c'est Jonathan Normand qui nous en parle et inspirera peut-être certaines entreprises à rejoindre le mouvement Bicorp. Bonjour Jonathan Normand. Bonjour et merci. Donc toi, tu viens du monde des mathématiques et de la finance, et dans le même temps, j'ai lu quelque part que tu interviens ponctuellement dans un cas sur le bonheur dans les organisations. Alors, est-ce que c'est pas faire un peu le grand écart ? Oui, c'est effectivement faire un grand écart, mais un grand écart qui est nécessaire aujourd'hui pour, je pense, reconnecter deux mondes. Un monde de l'entreprise, un monde du profit, un monde, dire quelque part, de la performance, et puis un monde où on humanise et puis on prend soin de la planète. Et donc, c'était effectivement un shift que j'ai fait il y a maintenant 20 ans, et qui m'a apporté vraiment tout ce que j'espérais, c'était de réconcilier deux mondes, un monde où la performance, on va dire, financière d'entreprise, elle rencontre l'humain et elle s'établit en respect de ce que l'on doit à la nature. Hein. Parce que j'aime toujours bien dire, hein, pas de bras, pas de chocolat, pas de nature, rien du tout, pas d'économie, pas d'entreprise, pas de job. Et donc, important voilà, de remettre ça au cadre. Et puis, dans le cadre du CAS et d'autres activités académiques, effectivement, on est présent dans 9 universités régulièrement, pas que moi, aussi que des gens de mon équipe, pour intervenir à faire ce que je pense est une de nos premières missions, qui est éduquer. Alors le mot éduquer, il peut être mal entendu, mais former, bon, plus que sensibiliser, former, donner les outils. Et on a déjà formé près de 3000 praticiens depuis maintenant 4 ans, sur différents CAS. Le bonheur en organisation en est un où effectivement, je pense qu'il est très avancé dans sa portée sur le rôle des entreprises ou le rôle des organisations à apporter du bien-être aux gens. Le bonheur, je ne suis pas sûr que ça soit possible entre nous. Mais après, voilà, sur aussi des formations beaucoup plus techniques où on mesure l'impact, où on définit de nouveaux modèles d'affaires pour répondre à ces grands enjeux de société. Et justement, toi, ton dada, c'est la durabilité. Alors, j'imagine que la durabilité, c'est aller au-delà du tri du PET, si j'ose dire ça comme ça. Comment tu le définirais ? Enfin, c'est quoi le périmètre d'action de cette durabilité ? Bon, il y a toujours une présentation un peu méta, je dirais hélicoptère, que je vais éviter. Mais pour la rendre un peu plus terre à terre, comme je le disais, il y a une obligation aujourd'hui qui va être de faire fonctionner notre société, notre économie, notre mode de consommation et nos dépendances, on va dire, quelque part aux ressources naturelles. Plus que jamais, je pense qu'on l'a compris, la science nous l'a dit, le redit et malheureusement nous le confirme encore dernièrement qu'on n'est pas dans la bonne trajectoire, on n'y est pas du tout même. Et donc effectivement de pouvoir amener des instruments pour que, je pense, dans le monde de l'entreprise, qui est là où principalement beaucoup d'impact positif est possible, d'avoir des stratégies, des méthodes qui permettent de prendre soin du capital humain et prendre soin du capital naturel. Ça veut dire concrètement de repenser les opérations des entreprises, de repenser la gouvernance, de comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on rend plus participatif aussi les modes d'organisation, mais donc aussi les redevabilités quelque part de chacun, et puis de créer aussi, je dirais, des modèles d'affaires qui adressent ces enjeux environnementaux et sociaux, tout en gardant à l'esprit qu'on n'y est pas du tout encore, donc on n'a encore rien fait. Je veux dire, structurellement, on a adressé 3% des solutions qui devraient être adressées, donc en fait on n'a rien fait, que ce soit en termes d'investissement ou en termes concrètement de mise en œuvre. Et puis on sait que l'investissement n'y est pas non plus du tout, c'est-à-dire que les capitaux qui vont aider ces transformations pour une économie qui prenne soin de l'humain et de la planète, aujourd'hui est, je crois, de l'ordre de 16% globalement, donc on est encore très loin de ce qu'il faut. On peut encore travailler. On peut encore travailler, oui. Mais du coup, j'imagine, tu vois, pour qu'une entreprise, elle parte dans cette démarche, il faut lui montrer les avantages. C'est quoi les avantages alors pour une entreprise de rentrer dans une telle thématique, si je puis dire ? Alors oui, c'est une thématique effectivement qui est une stratégie d'entreprise maintenant. En fait, il y a 3 facteurs de changement auxquels on fait face. Alors je dirais aujourd'hui plus que jamais, je pense que le Covid a aussi aidé à faire un certain bond dans la compréhension et même, je dirais, au niveau culturel. Mais le premier changement, c'est justement un changement culturel. C'est de se dire, OK, quel est le rôle de l'entreprise ? C'est quoi mon rôle en tant qu'entrepreneur ? C'est quoi mon rôle en tant qu'employé, collaborateur, collaboratrice dans une organisation ? C'est pas simplement d'avoir un salaire et puis de délivrer une tâche. L'entreprise, elle a des impacts, elle a aussi des potentiels, des capacités à pouvoir faire des choses qui soient bénéfiques. Un peu de la responsabilité sociale, ce serait ça ? Oui, de mettre du sens. Alors, qui a été traduit ces 20 dernières années dans la responsabilité sociale,
Mais c'est vrai que dans la définition, je ne vais pas t'apprendre à toi, mais c'est vrai que la définition de la responsabilité sociale, c'était d'aller au-delà des lois. À force de constater qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore du tout là. Donc moi j'aime bien l'idée du sens, d'amener du sens dans l'organisation par rapport aux communautés, aux parties prenantes avec lesquelles on interagit. Et ça libère un potentiel aussi d'action qui est assez incroyable, que ce soit dans l'innovation, dans les collaborations. Et donc là, il y a en fait un énorme, je dirais, potentiel et même, je dirais, un bijou que pourraient adresser toutes les entreprises en adressant cette thématique, en la structurant. Moi, j'aime bien toujours dire, et voilà, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises gèrent bien leurs finances ou les gèrent avec des normes comptables depuis longtemps. Ça fait 400 ans que les premières normes comptables ont été établies pour définir comment, d'un point de vue du profit ou de la gestion financière de l'entreprise, se structure et agit. Et ben, il faudrait amener des éléments pour la partie extra-financière, qui est beaucoup plus compliquée parce qu'elle est souvent pas que qualitative, elle est aussi quantitative. Voilà. Et donc, d'amener des éléments pour structurer ça, je pense que c'est la première réponse. Donc de devoir mesurer pour pouvoir gérer. Voilà, donc d'avoir des éléments de mesure pour pouvoir gérer correctement. Et donc, c'était notre première mission avec BILAB, c'était de créer ces standards, ces outils. Aujourd'hui, on a, je crois, 300 000 organisations dans le monde qui utilisent nos plateformes. Comme on est une fondation d'utilité publique, globalement, c'est des outils gratuits. On a 4 500 en Suisse, principalement des PME. D'accord. Mais c'est vrai que quand on leur donne ces outils de mesure d'impact positif, il faut traiter des questions de gouvernance, traiter des questions vis-à-vis des collaborateurs, collaboratrices, vis-à-vis des modèles d'affaires, vis-à-vis des opérations, vis-à-vis de l'environnement, des communautés, chaîne d'approvisionnement. Donc c'est beaucoup de sujets. Donc en fait, ma première, quelque part, recommandation, c'est de faire un peu le bilan, d'identifier un peu les priorités et les pistes d'action. Et puis une fois qu'on a cela en place, quelque part, on a un outil de décision. On réunit des gens en interne et puis on peut commencer à agir. Et donc, pour faire le lien avec la question du sens ou de la raison d'être de le faire, de répondre à ce que tous les collaborateurs et les collaboratrices se posent aujourd'hui. Je crois qu'un employé de n'importe quelle organisation, il est sujet à une masse d'informations externes qui vient, que ce soit au niveau du climat, au niveau des tensions des guerres, compréhension après le Covid, sur le rôle des gouvernements, sur comment est-ce qu'on a adressé ce genre de crise majeure. C'est la première fois à l'échelle de notre civilisation récente qu'on a vécu ce type de crise en très peu de temps. Donc il y a aussi, je pense, une absorption, mais tout ça crée quand même, je pense, un certain poids mental, un poids sur les épaules. Et donc si l'entreprise se structure pour en adresser quelques-uns, elle envoie un message très fort à ses collaborateurs et collaboratrices, c'est qu'elle dit, voilà, en réponse à de l'information externe, à un stress, voire dans certains cas à une anxiété, l'action, c'est le meilleur médicament, c'est la meilleure thérapie. Et donc, de se structurer sur des plans d'action, se structurer sur des choses qui sont actionnables à l'échelle de l'entreprise, et puis peut-être après avec d'autres, avec des ambitions, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure structure d'équiper aujourd'hui le talent humain qui est dans l'organisation, avec un plan d'action qui touche pas que l'entreprise directement dans ses activités, mais aussi la société au sens large. C'est un vrai bonheur de voir, et là je vais utiliser le mot-là, de voir en fait toute l'intelligence collective qui se met en place quand on le fait. Ça, en tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit, me donne de l'énergie tous les jours. Ouais, et qui en fait facilite le vivre ensemble d'une certaine manière. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est de se dire finalement, je ne sais peut-être pas par quel bout empoigner, mais justement, avec les labellisations, etc., il y a des guides, des bonnes pratiques qui me permettent de me dire, je me pose les bonnes questions, je mets une structure, je mets des indicateurs qui me permettent ensuite, par la suite, d'avoir un réel impact et puis aussi un impact auprès de mes collaborateurs. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as l'impression que ça peut même être on va dire un côté marketing, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas un levier d'attractivité pour faire venir les personnes dans notre entreprise? Ça peut être intéressant, ça, comme levier? Moi, je le confirme à 100%. C'est vrai que dans le mouvement Bicorp, on mesure ces éléments-là avec une trentaine d'indicateurs, donc assez complets. Et c'est le premier bénéfice qui nous est donné par les mouvements de la communauté, par tous les membres de la communauté, c'est d'attirer des talents et de fidéliser leurs talents. On parle de talent, mais tout le monde a un talent, tout le monde a un talent, mais en fait, leurs collaborateurs, leurs collaboratrices, de pouvoir, en attirer des nouveaux, parce qu'ils se positionnent sur cette thématique de façon structurée, de façon aussi rigoureuse et sérieuse. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi une question de fidélisation. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans les organisations, tout d'un coup, ils se disent « Ah, mais on commence à intégrer ça dans
nos opérations, dans notre façon de faire. Et donc, on répond à ces attentes de la société, à ces attentes et au rôle qu'on peut jouer. Donc, ouais, je le confirme vraiment à 100%. On a même vu des cas, je peux partager une anecdote. Voilà, on avait une super profil qui avait une candidature pour aller chez un grand géant de la tech qui commence par un G, et puis qui a décidé de laisser tomber ce grand poste avec un super titre et un super salaire pour y travailler dans une PME qui était, elle, vraiment dans le cœur de l'action et dans le concret. Et donc, et ça, je donne cet exemple-là, mais je ne sais pas, ces 5 dernières années, j'ai entendu et j'ai pu interagir avec des gens qui m'ont partagé ça des centaines de fois. Donc, c'est une réalité de société, je pense. Ouais, ouais. Et tu vois, pour attirer, après, j'imagine que le challenge, quand même, pour les entreprises, par rapport à cette durabilité, hein, c'est aussi de ne pas faire simplement du greenwashing, si j'ose dire ça comme ça, où finalement, ben, c'est un peu bullshit. Enfin, tu annonces un truc et puis en définitive, derrière, ça ne suit pas. Oui, alors bon, il y a le pire que le greenwashing, c'est que maintenant on perçoit, et alors ça dépend aussi dans les régions linguistiques, je dirais de la Suisse, pour parler de la Suisse, mais aussi plus largement, on voit surtout le greenwashing qui est en train d'arriver et d'être vécu par les entreprises. Et hushing, ça vient de l'anglais hush hush, cache cache. En fait, c'est les entreprises qui préfèrent ne rien dire, ni ce qu'elles font de bien, ni les difficultés qu'elles ont, simplement parce que dans tous les cas, elles vont se faire taper dessus, ou elles vont se prendre comme on dit, des shitstorms ou voilà, des attaques publiques parce que voilà, on va lui dire mais vous parlez de ça, mais vous faites pas ça, ainsi de suite. Donc il y a un peu ce moment qui est très spécial, je trouve, on l'a vu depuis une année, où il y a une certaine peur à dire ce qu'on fait, parce que de toute façon on se fait attaquer. Avec la puissance des réseaux sociaux, avec voilà, aussi la punchline, comme je l'appelle, à raccourci, parce que on avait Twitter qui était 140 caractères, mais on voit aussi que maintenant les articles dans la presse souvent sont assez raccourcis et laissent assez peu d'espace à des réflexions et à des contextes pour expliquer les choses. Donc oui, la question pas de la communication, mais de la transparence est vraiment quelque chose que nous on a mis au centre de nos dispositifs, parce qu'on a parlé certification B Corp qui quand même demande un certain effort de par le processus. On demande aussi de changer les statuts juridiques de l'entreprise. Donc il y a une vraie transformation qui est amenée par le processus de labellisation et de certification. De l'autre côté, on a des programmes comme le Swiss Triple Impact où on a maintenant 450, et Tipeee fait aussi partie de cette communauté-là. C'est un programme d'innovation et de priorisation des actions sur les 17 objectifs du développement durable. Et donc là, on voit que dans la transparence des plans d'action et des engagements qui sont pris, c'est pas tant de dire ce qu'on fait de bien, mais c'est plutôt de structurer ce qu'on fait de bien et de le mentionner, mais de bien expliquer sur quels sont les grands enjeux significatifs, pertinents à une entreprise, de par son secteur, de par son activité, et de partager ces plans d'action pour les adresser, sans dire qu'on va tout régler, qu'on va être les meilleurs du monde, et ainsi de suite. Et je pense que cette approche de la communication et de la transparence tournée vers la réalité, de la difficulté des contextes, c'est la meilleure posture à avoir. C'est effectivement la posture la plus, je dirais, courageuse d'un côté, mais qui montre aussi la maturité de l'entreprise. Donc, voilà, je donne un petit conseil en passant comme ça. Ouais. Si je devais, avec mon œil un peu spécialiste, faire une recommandation, ce serait d'éviter de partager juste sur voilà, les gobelets en pète, et puis le tri des déchets, mais de dire, voilà, dans notre chaîne d'approvisionnement, on veut essayer de donner le prix juste dans toute la chaîne aux hommes et aux femmes qui travaillent, parce que voilà, c'est un besoin de s'assurer des bonnes conditions de travail et du potentiel de développement pour eux. Donc puis, vraiment aussi le sens de pourquoi on met en place telle ou telle mesure, peut-être qu'est-ce qui s'est bien réalisé, qui a été facile ou qui a bien passé, et puis peut-être les difficultés qu'on a rencontrées, parce que finalement aussi une expérience qu'on vit, ça peut être très utile pour d'autres. C'est un bon point, parce que c'est vraiment ce qui anime l'esprit du mouvement B Corp. C'est pas de positionner l'entreprise pour être la meilleure du monde, mais la meilleure pour le monde. Et quand on veut être les meilleurs pour le monde, le pour, il a vraiment une importance majeure. Ça veut dire qu'il y a des objectifs à atteindre, qu'il y a un chemin pour le faire, qu'il faut effectivement aussi dans ce chemin-là accepter qu'il y ait des améliorations. On nous parle qu'il faut un changement de système important aujourd'hui, mais avant de faire ce changement de système, il y a des propositions incrémentales qui doivent être mises en place. Et donc d'expliquer où est-ce qu'on est dans le chemin, qu'est-ce qu'on a fait concrètement sur sa gouvernance, vis-à-vis de ses collaborateurs, collaboratrices, ce qu'on a mis en place dans sa chaîne d'approvisionnement, dans ses achats, d'expliquer comment au niveau environnemental on a mis en place l'énergie renouvelable. Ce sont des choses qui peuvent des fois paraître
simple, mais de changer d'un système d'énergie 100% vert, ça a un coût, ça nécessite une certaine... voilà. Maintenant, il y a plein d'aides qui existent au niveau des cantons. Dans le canton de Vaud, il y a énormément de solutions qui sont proposées. Du reste, je crois qu'il y a une plateforme qui s'appelle Viva Durable qui a été promulguée dernièrement, qui référence toutes ces solutions et toutes ces incitatifs qui sont mis à disposition des entreprises. Je le place là parce que c'est important c'est un bon tip, de le dire pour les PME. Voilà, elles sont pas seules. Mais pour répondre à la question de façon plus large, je pense que la dynamique de faire ensemble aussi, elle est importante. Ça veut dire que de pouvoir se retrouver dans ces programmes ou dans ces mouvements, comme avec la situation Bicorp, l'esprit communauté, il aide aussi même avec des acteurs dans d'autres industries, à faire des transpositions sur des actions, sur des solutions. Et puis aussi, c'est quelque chose de... On reste un animal social, et je le dis au nom des entrepreneurs que je côtoie, l'observation de « Ah, lui, il le fait, il bouge », je comprends dans ses mots à lui et dans sa posture à lui pourquoi il le fait, c'est 80% du mécanisme de mimétisme qui est fait pour qu'un autre le suive et puis se mette à le faire. Et donc l'effet effectivement effervescence, simulation, émulation, exemplarité. Alors avec l'exemplarité, il faut faire attention, parce qu'effectivement, on le voit dans notre mouvement Bicorp, on a des entreprises très activistes. Donc on parlait de RSE au tout début, donc responsabilité sociale. Bon, je vais faire attention au niveau social, je vais faire attention au niveau environnemental, m'assurer que je suis dans les clous au niveau de la loi, puis je vais faire un peu plus. Et puis tout d'un coup, nous, dans nos mouvements, on a des acteurs qui transforment complètement des secteurs de l'économie, et qui ne sont pas forcément des énormes entreprises. Je prends l'exemple, mais qui ont un pouvoir. Et j'aime bien partager l'exemple de Fairphone, qui est ces smartphones éthiques, et qui combattent l'obsolescence programmée. Ils ont eu comme une idée de dingue en 2015, c'est de se dire on va pouvoir faire un smartphone qu'on répare et dont on peut changer les pièces. Puis on va s'assurer que les minerais soient extraits de façon responsable, on va s'assurer que les conditions de travail soient bonnes. Ce qu'ils ont démarré depuis 2012, mais qui a vraiment accéléré en 2015, ça a influencé des acteurs de l'industrie gigantesques, tous les gros players qui ont suivi dans cette ligne-là. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a, j'aime bien dire, small is powerful, on a plein d'impacts qui sont menés par des petites structures et qui peuvent influencer les grands secteurs des grands acteurs dans des secteurs d'industrie. On l'a vu aussi dans le cacao avec Tony Chocolonely. Voilà, on a pas mal d'acteurs comme ça dans la communauté qui sont plutôt des activistes. Et quand je dis activistes, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas que pour développer leur business d'une façon responsable et d'impact positif. Ils s'impliquent aussi, ils donnent aussi de la capacité à aller changer les réglementations, changer les pratiques dans les industries. Interroger le système, j'imagine. D'interroger le système, exactement. Et ça, voilà, c'est aussi une partie qui est nécessaire, mais qui fait que des fois, on en a qui sont un peu tout là-haut, puis il y en a d'autres qui sont sur le chemin, puis ils se disent « Waouh, ok, il y a quand même une sacrée marche ». Et l'importance de ce mouvement et dans notre démarche à nous, je pense, c'est de donner les outils pour pouvoir monter ces marches progressives. Mais plus que de monter des marches et d'avoir cet impact structuré, c'est de s'assurer qu'il y ait une vraie intégration par les individus dans leur management, dans leur gouvernance, pour que ça soit cohérent. Le pire, c'est la bonne idée d'innovation complètement disruptive. Et puis en fait, ça déraille après très peu de temps, parce qu'en fait, c'est pas ancré, il n'y a pas les piliers exactement. Je suis entrepreneur, j'ai ma boîte, tu m'as convaincu. Ok, ton idée de communauté, ça me vend, ça me donne envie en fait. Et puis ce côté durable et puis responsable, ça me plaît. Mais je t'avoue là, je saurais pas trop par quel bout commencer. Comment je m'y prends? Bon, je pense déjà qu'il y a l'exercice de se faire convaincre. Il est sûrement aussi lié à plein d'éléments externes. Je ne pense pas qu'il soit que lié à ce que nous faisons ou ce que je fais moi. Mais c'est vrai que le message, il commence à venir de partout. Donc tant mieux si la personne a envie de se mettre en avant et de se mettre en marche. Je pense que la première chose à faire, effectivement, c'est déjà de réunir dans son organisation un certain nombre de profils qui vont venir avec une certaine diversité, autant en termes de genre que de compétences. Et, la mixité. Voilà. Nous, on le sait, on le mesure, que cette diversité, cette mixité, elle amène vraiment une valeur ajoutée forte. Donc, je recommanderais ça, compétences rassemblées, mais aussi une diversité au niveau comme je disais, du genre, mais aussi de l'âge, par exemple. Voilà. Ça, c'est ce qui marche bien. Nous, on a pas mal mis de structures, on a pas mal supporté de structures comme ça, et ça amène beaucoup de belles choses, et c'est souvent très, on va dire quelque part,
puissant dans ce qui va suivre après. Donc, réunir une équipe. Intelligence collective. Intelligence collective, voilà. Je pense l'éducation, la formation, s'équiper avec les bons outils. Donc là, mais aussi avec les bons exemples. Et donc là, une des premières choses à faire aussi, ce serait peut-être aussi d'aller voir quels sont les 4-5 acteurs qui sont autour de l'entreprise avec ses partenaires, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, voilà, de prendre un peu la température de quelles sont les démarches, et puis après de structurer un plan d'action. Ça veut dire, pour faire un plan d'action, il faut faire une analyse. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui pourrait être fait en plus? Où est-ce qu'on pourrait s'améliorer en plus? Et ce plan d'action-là, en fait, ce qui est intéressant, et on le voit tous les jours dans les PME et dans les entreprises avec qui on travaille en Suisse, c'est qu'en fait, dans l'identification, tout d'un coup, elles vont valoriser beaucoup de choses qui étaient faites de façon... tu sais même pas, en fait, tu ne te rends même plus compte, en fait. Parce qu'elles ont été mises en place depuis longtemps, parce que les valeurs de responsabilité, je pense qu'elles sont ancrées déjà fortement dans notre esprit d'entrepreneur et dans l'économie suisse. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont offertes grâce au système qu'on donne, mais il y a souvent beaucoup d'éléments à valoriser. Et en fait, la première chose à faire, on a mis son équipe, qu'on a une démarche qui se structure, faire un plan d'action, c'est de sélectionner un certain nombre d'actions. On va y avoir ce que j'appelle des quick wins. En fait, parce que très souvent, quand on crée ces groupes, il y a un appétit qui va s'ouvrir à dire « Ah ouais, ça c'est le plus important, et c'est là qu'on doit faire quelque chose ». Mais souvent, ça va nécessiter des moyens, du temps, voilà, et beaucoup de travail. Un peu ambitieux, quoi. Il faut setter l'ambition, mais il faut la mettre en balance, avec des éléments qui vont pouvoir être communiqués, vécus, et délivrés rapidement, et d'autres qui vont être de plus long cours, pour pouvoir maintenir une bonne dynamique. Ça, c'est voilà. Petit conseil tout bête dans la stratégie de changement, c'est que pour maintenir l'adhésion, et puis quelque part l'envie de faire, c'est de délivrer rapidement des petites réussites qui marchent, et puis, et de faire des apprentissages, et puis d'adresser des questions pertinentes par rapport à l'entreprise, son secteur d'activité, mais de bien faire le plan dans un bon timing. Éviter les grands bouleversements, comme on a pu le voir. Moi, je peux donner un exemple. Une PME qui est venue, qui a fait son évaluation avec nos outils, puis qui est venue vraiment dire, voilà, puis avec mes équipes, on va changer de fournisseur, on a lancé, on va changer nos 3 fournisseurs principaux, ainsi de suite, on va prendre que ceux qui répondent à des critères. Bon, autant dire qu'ils ont foutu la trouille à tout le monde, en interne, en externe, et puis qu'à la fin, ça ne s'est pas passé comme ça. Le plan de revoir leurs 3 fournisseurs principaux dans le domaine de l'alimentation, ça leur a pris en fait 8 mois, alors qu'ils voulaient le faire en quelques semaines. Juste pour donner des éléments concrets. Donc il faut être conscient de ce temps qui est nécessaire pour pouvoir faire ce travail-là, et puis de travailler sur des thématiques qui vont être de long cours, et on va dire quelques-unes qui peuvent être délivrées plus directement, et aussi plus directement peut-être en interne, au niveau de l'organisation. Il y a des mesures qu'on peut prendre dans son management, il y a des mesures qu'on peut prendre pour la flexibilité du travail, sur la mobilité, il y a plein de sujets qui sont relativement simples à adresser. Et puis nous, on est là avec la Fondation pour leur donner aussi ces guides pratiques. Voilà. Donc ça, c'est au niveau plan d'action. Maintenant, la question de la gouvernance ou de la démarche organisationnelle, je pense que c'est aussi important d'amener des incitatives. Alors c'est un mot qui fait un peu peur dans les PME, ou qui est un peu compliqué, je l'ai déjà remarqué. Des coûts. Et qui implique des coûts. Mais ça veut dire que si à un moment donné, dans une PME, on fait une revue de performance, un bilan annuel, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle peut-être plus communément, sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on attendait du collaborateur, de la collaboratrice, voilà exactement, les objectifs de développement, d'y intégrer cette notion de durabilité. C'est la meilleure façon en fait, de l'intégrer aussi dans les fonctions métiers, et donc dans la conduite des activités. Donc d'intégrer ces objectifs de durabilité dans les plans de performance, dans les bilans, dans les fonctions de travail. Ça donne un ancrage en fait direct. Ça ancre, ça responsabilise. Ça sensibilise aussi. Ça sensibilise forcément, parce que pour le faire, il va falloir se former. Il faut s'y mettre. Donc c'est pas juste simplement mettre l'objectif et puis dire débrouille-toi. Dans une année, on en discute. Voilà, c'est qu'il va falloir aussi équiper la personne. Donc ça amène cette cohérence avec cette vision de dire, voilà, si l'entreprise, elle veut se mettre dans une direction d'avoir une mission positive et d'un impact positif sur la société et l'environnement, sa gouvernance doit être structurée en tant que telle, ses plans d'action aussi, et donc d'équiper ses équipes en correspondance. Mais ça, l'incitative, elle permet vraiment d'ancrer ça dans le long terme, et d'éviter ce qu'on a vu, je dirais, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans ce domaine-là, c'est un peu ce que j'appelle les opérations sparadrap,
Ça veut dire voilà, j'ai parlé avec quelqu'un, je suis motivé. Un solaire aussi, peut-être, au passage, ouais. Probablement, il y a un effet, il peut y avoir un effet effectivement de faire lever un peu la poussière, et voilà. Et puis, on prend une ou deux actions, c'est pas structuré, c'est pas ancré, et puis, voilà, ça retombe, les personnes quittent l'organisation, et puis en fait, tout part à va volo. Donc, l'importance du système, du processus, elle est pour moi clé. C'est mon côté un peu aussi peut-être maths et gestion de risque. Voilà, ça doit s'intégrer dans les processus, et donc de mettre ces incitatifs, de mettre ces objectifs dans les descriptions de travail et dans aussi les bilans, c'est d'un point de vue management la chose la plus simple à faire. Pour autant que l'entreprise ait compris que c'est une démarche structurante de stratégie. Voilà, ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Ouais. Donc ouais, ça c'est un élément. J'ai juste partagé que j'ai vu ces 10-15 dernières années beaucoup de projets de digitalisation, par exemple. Et quand ils ont été menés comme ça veut dire qu'ils ont été faits, tout d'un coup, tiens, toi, maintenant, tu vas faire ça pendant 6 mois. Voilà. Ouais. Tous ces projets-là sont grosso modo mal passés. Ouais, en fait, c'est pas assez ancré et pas assez pensé. C'est pas structuré stratégiquement, et c'est pas structuré dans la gouvernance, c'est pas structuré dans l'organisationnel. Et donc, effectivement, voilà, la durabilité exige, de par en plus les nombreux sujets qu'elle comporte, d'avoir cette structuration, cette cohérence organisationnelle. Et quand on fait ça aussi, on libère des pouvoirs, on libère des capacités, parce que nous, on a vu... Des initiatives... Oui, et puis des gens qui vont se dire tout d'un coup, ah ouais, on fait ça aussi. Ouais. Et puis ça enrichit, et puis les conversations commencent à venir, les idées viennent. Donc c'est... Parce que la question qui est sous-jacente à ça, c'est un peu le bâton et la carotte. Du moment où je mets ça dans mes objectifs annuels, par exemple... j'ai pas le choix que de... Ouais. Voilà, donc mais comment est-ce qu'on fait la bonne... Et donc je pense que pour que le bâton et la carotte fonctionnent bien, il faut que ça parle aux gens, il faut leur donner des outils. Le côté communauté que nous on a développé, on a vu que c'était vraiment une des solutions qui aidait à faire prendre et à donner envie. Et puis le troisième, qui est quand même de donner aussi, d'y allouer le temps, les ressources, voire certaines fois les investissements pour le faire, qui aujourd'hui, rappelons-le, c'est connu, c'est su, nous on le mesure, donc on en est très certains, parce qu'on est des mesureurs. Cette intégration de la durabilité, si je la résume comme ça, elle amène de la résilience, elle amène de la performance, elle aide à développer des affaires, elle est bénéfique pour le chiffre d'affaires aussi. Alors, il y a des gens maintenant qui vous parlent que c'est que des opportunités, parce qu'il y a cet angle-là de vouloir convaincre tous ceux qui ne sont pas convaincus en leur disant mais il y a du business à faire, donc faites-le. Peut-être à la réflexion comme ça ouverte, je me dirais, si c'est ça qu'il faut pour plus s'y mettre, pourquoi pas. Je pense que par contre, de faire une vraie démarche structurée de réflexion entre c'est quoi notre mission, c'est quoi nos valeurs, et comment ces valeurs se traduisent en instrument de management, ouais, ça me fait penser à autre chose, mais je te laisse reprendre. J'allais dire, justement, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu viens d'évoquer, c'est que tu as l'idée de communauté qui est très forte, où en fait, finalement, on s'inspire les uns des autres, on échange, on discute, et finalement, tu crées aussi dans l'entreprise cette communauté à petite échelle, d'une certaine manière, puisque tu vas aller regarder, essayer de rendre visible, en fait, ce que tu fais déjà, si j'ai bien compris. Tu réfléchis à ta stratégie, puis après, tu envisages quelle est la politique des petits pas, finalement, que je peux mettre en place, en commençant avec des mesures plus petites, pour garder la motivation, puis pas faire une usine à gaz d'une certaine manière, et puis d'avoir aussi du moyen terme pour avoir l'étoile, j'ai envie de dire, en tout cas la direction vers où aller. J'aime bien cette idée de l'étoile du Nord, ou l'étoile du berger, on dit en français, voilà, qui donne un peu la direction. Qui donne le focus, quoi. Mais cette étoile aujourd'hui, il faut juste bien imaginer qu'il y a encore plein de PME qui n'ont pas du tout perçu que les régulations sont en train de changer massivement. Donc là, ce qu'on fait en termes de régulation depuis 2 ans et demi, 3 ans, et ce qui est en train de venir cette année, on fait une évolution régulatoire sur la durabilité, donc qui vont tomber en termes d'obligations sur les entreprises, et aussi sur les PME. Légales, réglementations. Oui, les réglementations sur la durabilité, sur les transparences, sur l'utilisation de toutes les ressources, la façon dont on le communique, et ainsi de suite. Donc toutes ces réglementations sont en train d'évoluer au niveau, en tout cas européen, de façon massive, avec une introduction là depuis le 1er janvier aussi sur la CSRD. C'est un peu technique, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette vision de comprendre c'est quoi l'étoile, il y a le sens, la mission, le rôle que je joue en tant qu'entreprise à vraiment amener des éléments de réponse. Au monde, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, il y a la fin d'un monde, ça c'est clair. Ouais. Tout le monde n'a pas tellement le choix, disons. Ils n'ont pas le choix, il y a la fin d'un monde qui est en train de se faire maintenant. Il y a un nouveau monde qui se crée, il y a plein de certitudes
qu'on peut avoir, mais je pense qu'il y a aussi besoin de beaucoup d'agilité, il va y avoir beaucoup de propositions avant d'arriver dans ce nouveau monde, mais on a passé ce moment de bascule. Et pour garder en fait le cap, avec des régulations qui augmentent beaucoup, avec des attentes des consommateurs qui augmentent aussi énormément, avec des attentes des collaborateurs et des collaboratrices qui augmentent en termes du rôle de l'entreprise. Donc la jeunesse qui a vraiment envie, hein, voilà, c'est une question générationnelle, sans parler que voilà, il y a aussi quelque part un éveil sur, je pense vraiment aujourd'hui, sur le fait que les limites planétaires, voilà, on n'est plus du tout dedans. Donc, c'est pas que climat, hein, plus largement la biodiversité, tout ça, notre rapport aux ressources et au sol. Et donc, dans cette idée de l'étoile du Nord ou de l'étoile du berger à suivre, je pense que voilà, c'est un mix entre contexte extérieur, régulation, attente, sens qu'on veut se donner, et puis de faire ce qui était dit, hein, théorie des petits pas. Voilà. Mais dans ces petits pas-là, il faut qu'il y ait des marches qui soient ambitieuses. En fait, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps simplement de faire les choses que du micro. Il va falloir aussi adresser des grands blocs. Et quand on va adresser des grands blocs, nous, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de rassembler les gens ensemble. On a fait ça avec la communauté B Corp sur un secteur dernièrement. On a fait ça avec le secteur de la cosmétique. On a une coalition qui s'appelle la B Corp Beauty Coalition. Il y a 35 des acteurs les plus importants au monde qui font partie aussi de notre communauté B Corp et d'autres qui ne le font pas, qui se sont réunis dans cette coalition pour adresser les enjeux de régénération au niveau de l'agriculture, des ingrédients, des conditions de travail dans les chaînes d'approvisionnement, du transport, du packaging, de réflexion sur aussi comment partager ces progrès-là. Et quand tout d'un coup, tous ces acteurs dans le même secteur basculent d'un mode de compétition à un mode de pré-compétition, ça veut dire que là, il y a vraiment un changement de paradigme dans ces secteurs-là pour adresser les grandes questions. Parce que toutes, elles ont compris que de toute façon, on n'a pas le choix. À court, moyen terme, elles n'auront pas le choix, ou alors il va y avoir effectivement des fracas, il va y avoir des grands problèmes. Donc autant co-construire ensemble l'avenir. Exactement. D'accord. Imaginons maintenant, on a la boîte à outils, pour les PME, d'une certaine manière. Quels seraient les éléments qu'on mettrait dans cette boîte ? Alors, juste avant de répondre à la boîte à outils, j'aimerais juste ouvrir un dernier élément de contexte, parce que d'ici 2030, c'est à peu près 60% des entreprises qui vont être en transmission. C'est particulièrement, et quand je parle de transmission, je parle de PME. Donc reprise d'entreprise. Voilà. Donc baby boomers qui vont remettre leurs entreprises, ainsi de suite. Et là, je pense qu'il y a un vrai outil de transformation qui est aussi nécessaire pour pas simplement que ces entreprises soient vendues avec ce qu'elles font de bien, et puis ainsi de suite, mais pour les amener en fait à se valoriser correctement dans ce processus de transmission, que ce soit pour que des collaborateurs intègrent le capital action de l'entreprise, avec ce qu'on appelle l'employee ownership, on a publié un playbook là-dessus, ou que ce soit avec un plan d'action qui valorise tout ce que l'entreprise fait en termes de durabilité. Et ça, aujourd'hui, dans les due diligence, on le voit clairement comme un des éléments qui est demandé, que ce soit pour développer des partenaires d'affaires, ou que ce soit dans les transmissions d'entreprise ou dans les achats. Donc voilà, de juste mettre ça dans le contexte que c'est pas juste pour bien faire, c'est en fait, ça devient un outil business qui est nécessaire dans ces mains. Donc pour revenir sur les 5 principaux, je dirais, outils qu'on pourrait imaginer, comme je l'ai dit, créer une équipe en interne, la former, voilà, qu'elle soit avec les bons outils, les bonnes connaissances pour le faire. Deuxième élément, effectivement, c'est la partie du plan d'action. Donc c'est de mettre un plan d'action, c'est de commencer à mesurer et des indicateurs. Avec des indicateurs, avec des pratiques, voilà. Et donc là, il y a toute une ribambelle d'outils que nous on propose, mais il y en a aussi plein qui sont à disposition. Peut-être aussi dans la partie spécifique sectorielle, de ne pas hésiter aussi à faire des formations, faire former ces équipes sur des aspects d'économie circulaire ou d'économie de la fonctionnalité dans certains secteurs. Il y a plein d'acteurs de la formation. Nous, on donne quelques formations avec notre communauté B-Leader, par exemple. Mais il y a aussi le SANU qui en donne. On a des partenariats avec Swiss Leader qui donne aussi pas mal de formations sur différentes thématiques. Donc je pense de bien s'équiper aussi sur des formations, je dirais, spécifiques sectorielles, pour que ces plans d'action soient pertinents, en fait, et qu'ils puissent être activés en conséquence. Troisième élément que je pense vraiment clé, c'est l'esprit de mouvement. Donc c'est effectivement de rejoindre des initiatives. Il y a foison d'initiatives aujourd'hui. Il y a les nôtres. Je suis là, forcément je les mets en avant, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et nous, on est aussi beaucoup dans ces collaborations avec toutes ces autres initiatives. Il y a plein de plateformes qui existent. Donc c'est vraiment pour moi aussi, je pense, important de dire que cette pluralité de solutions, d'initiatives sur des thématiques dans des secteurs spécifiques,
que ce soit sur l'alimentation, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la mécanique, dans la microtechnique, dans les systèmes médicaux. Il y a plein d'initiatives qui existent pour amener de la durabilité dans ces secteurs. Donc voilà, aller se mettre au contact de ces initiatives, d'en participer à quelques-unes, ça donne le regard interne-externe, et ça donne aussi l'élément de motivation. Parce que dans ce processus, je me forme, je crée mon équipe en interne, je crée mon plan d'action, je commence à mesurer, à identifier des actions. Ouais. Après, il faut y aller. Et puis, quand on est dans cette phase d'action-là, bon, il y a plein de ce que j'appelle de reality check. Ouais. Hein? Ouais. Donc, on avait un appétit comme ça. Bon, pour finir, on va faire ça. Il y a des contraintes qui sont X, Y. Voilà, il faut adapter. Flexible, quoi. Et pour garder en fait l'appétit de l'ambition que je parlais tout à l'heure, je pense que c'est important de se mettre en contact. Nous, on l'a vu encore cette année, quand on organise notre réunion annuelle, le Swiss Impact Forum. Les gens viennent se réénergiser, viennent se rencontrer, discuter, on les fait travailler ensemble et ils repartent boostés. On a reçu des milliers de messages des personnes qui étaient présentes pour nous dire « Waouh, c'est reparti, on y va cette année, il ne faut pas lâcher, on a un rôle à jouer. » On se rebooste individuellement et collectivement. Alors ça, je dirais le troisième grand élément. Le quatrième, c'est effectivement de ne pas louper le coche, d'identifier les opportunités. Donc c'est ce qu'on peut faire en termes de responsabilité qui répond en fait à des attentes internes ou externes, aux critères, aux réglementations, aux attentes des consommateurs, et de bien ouvrir un champ dans la durabilité d'innovation et d'opportunités. Il y a énormément de potentiel d'opportunités pour nos PME, spécifiquement en Suisse, avec tout la fabrique, le microcosme. Exactement, que ce soit avec les institutions académiques, universitaires, des autres écoles. Il y a vraiment il y a un potentiel qui est gigantesque. Donc, on a un terreau très fertile chez nous. Ouais, c'est ça. Et puis, comme je disais, il y a les questions d'opération qui vont être adressables. C'est du temps, de l'investissement, de la structuration. Et puis, pour des transformations de modèles d'affaires, de changer une chaîne d'approvisionnement, de changer une méthode de production, là, il y a des risques. Ça prend plus de temps. Et donc, d'y mettre une couche opportunité de positionnement et de comprendre comment ces nouveaux modèles d'affaires vont permettre aussi et de répondre à ces enjeux, mais d'être attractifs, de se différencier, ça me semble super important. Donc voilà, garder une fonction innovation, durabilité, impact en place, et que ce comité initial pourrait animer avec d'autres, voilà, et aussi avec l'externe. Et puis, dernier point qui pour moi est l'essence même de la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire savoir où est-ce qu'elle en est. Donc c'est cette ouverture à la transparence. Et je ne dis pas le mot communication exprès. Non, mais c'est cette valeur d'exemple, exemplarité, vraiment. Oui, puis aussi de dire, honnêtement, où est-ce qu'on en est, authentiquement, voilà ce qu'on fait de bien, voilà ce qu'on a appris, et voilà les difficultés auxquelles on fait face, sur lesquelles on travaille. Et ces éléments alors d'un point de vue technique, on appelle ça de la divulgation ou du disclosure. Et en fait, c'est ces éléments de communication, d'information, ça nourrit tout le monde. Oui. Les nouveaux talents à venir, les talents existants, ça ouvre les pensées, des potentiels idées, partenaires, voilà. Et puis, on se rend identifiable. Et ça, c'est quand même important aujourd'hui, dans un monde qui est quand même très fragmenté, dans un contexte quand même qui est tendu, de faire savoir où est-ce qu'on en est sur le chemin et avec qui on le fait et comment on le fait. Ouais. En tout cas, ce que j'entends, et je trouve qu'il y a un vrai changement de paradigme entre avant on était en concurrence, on garde pour nous et surtout rien dire à l'autre, et maintenant cette ouverture qui est nécessaire, où finalement c'est ensemble on est plus fort, et au contraire on va se challenger les uns les autres, et dans une optique vraiment très positive de co-construction du savoir, de l'innovation, etc. Je pense que c'est une vraie évolution. Et là j'aurais une dernière question, Jonathan, pour toi. Elle va où ton étoile ? Elle va là où elle doit aller. Hein. Non, mais c'est vrai. Comme je disais, moi, ce qui m'anime, c'est de voir ces transformations prendre forme. On donne des formations avec des praticiens, avec des entreprises, on délivre des ateliers, on se nourrit de toutes ces PME, de tous ces échanges. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. On donne ces formations avec les conseils d'administration qui sont pas du tout au niveau aujourd'hui. Il faut juste être clair. On a des membres de conseil d'administration qui ont des responsabilités fiduciaires, principalement axées sur l'économie et le profit. Ils ne sont pas du tout prêts à embrasser ces transformations. Donc il faut aussi qu'on les équipe. Mais dans, je dirais globalement, toute cette communauté avec laquelle on interagit, ou du moins à mon niveau aujourd'hui avec laquelle j'interagis, en fait, ça me donne beaucoup d'espoir. Okay. Parce qu'en fait, on n'a encore rien fait. Donc en fait, je pourrais me dire, on n'a rien fait, c'est la catastrophe. Ou youpi ! Ou en fait, allons-y. Et en fait, ça bouge.
ça bouge. On a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui bougent. Et je pense qu'il y a une théorie intéressante qui est la théorie de la main invisible, qui règle tout, qui n'a pas tout réglé, la preuve, hein, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je pense en fait qu'elle est aujourd'hui en train de reprendre de la force. Moi, je le perçois. Donc, ce qui me guide, c'est évidemment aussi mes enfants, mes filles. Ce qui me guide, c'est aussi ma relation avec la nature, parce que je vois ces changements, on les voit arriver maintenant en Suisse, on les voit concrètement, je les vois, voilà, moi je vis dans le Jura, on voit les effets concrets avec un hiver qui ne veut rien dire. Honnêtement, on a basculé de 16 degrés négatifs, positifs, en l'espace de 6 jours. Donc, ce qui me guide, c'est ce constat collectif que ça nous touche aussi ici en Suisse, ça nous touche partout, mais qu'on a aussi un grand pouvoir d'action. Donc, voilà, tant qu'il y aura de l'action et tant qu'il y aura des gens à convaincre et des gens à mettre en route, je dirais, sur leur chemin, mon étoile me brillera toujours beaucoup. Alors allons-y sur ce chemin. Un grand merci Jonathan pour ce moment que nous avons passé. Avec plaisir, et merci à toi. Une toute belle journée. À bientôt. À bientôt. Vous appréciez le podcast Tipeee Talks? Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous.